Un millionnaire découvre avec stupeur un enfant marchand ressemblant à son ex-femme. La suite vous laissera sans voix. Nicolas était un homme d'affaires de 35 ans qui vivait dans un luxueux appartement à Polanco, à Mexico. Sa vie, apparemment parfaite et ordonnée, ressemblait à un tableau impeccable vu de l'extérieur. Propriétaire d'une chaîne de restaurants haut de gamme et de projets immobiliers valant des millions de dollars, il était à la fois objet d'envie et d'admiration. Pourtant, sous ce génie, Nicolas sentait son cœur vide, comme s'il manquait une pièce de puzzle. Ce jour-là, il avait conduit plus d'une heure depuis Mexico jusqu'à un petit marché rural de Val-de-Bravo. Ce n'était pas seulement un changement d'air, mais une question de curiosité professionnelle. Lors d'une récente réunion avec son chef cuisinier, il avait entendu dire que la qualité des légumes des fournisseurs avait baissé et que les clients les plus exigeants commençaient à se plaindre. « Je veux aller au marché rural et vérifier les produits moi-même, peut-être que je trouverai un meilleur fournisseur, » dit-il avec enthousiasme. Sa secrétaire, surprise, tenta de l'en dissuader. « Monsieur, vous n'avez pas besoin de vous en occuper personnellement. » Mais Nicolas repoussa l'idée d'un geste. « Je m'ennuie d'être au bureau, et ce sera un changement de décor. » Le marché rural de Val-de-Bravo se déroulait sous ses yeux, une route boueuse, des étals délabrés et le brouhaha des passants. Ses chaussures de luxe étaient couvertes de boue, mais elle s'en fichait. Elle s'arrêta devant un petit étal de légumes où une fillette d'environ 9 ans était assise, vêtue de vêtements usés. Elle rangeait des légumes frais, les mains tachées de terre. Lorsque Nicolas se pencha pour demander les prix, son regard se posa par hasard sur le front de la jeune fille. Une tache noire en forme de croissant se détachait sur sa peau pâle. Le cœur de Nicolas fit un bond, la tache était identique à celle que Mélanie, son ex-femme, avait quittée 10 ans plus tôt. Chaque sourire de Mélanie la faisait ressortir comme un symbole particulier. Nicolas se figea, les souvenirs revinrent, la voix douce de Mélanie, les repas simples mais chaleureux. Il regarda la petite fille, étourdi par la possibilité qu'elle soit de la même famille que Mélanie. La fillette releva la tête et sourit innocemment. « Monsieur, voulez-vous acheter des légumes? Ils sont très frais, nous n'utilisons pas de pesticides. » Nicolas acquiesça, acheta quelques bottes de légumes et paya le double du prix demandé, mais ses yeux ne pouvaient quitter la marque. Lorsque la jeune fille souleva un lourd panier et s'éloigna, Nicolas ressentit une étrange attirance, il ne put rester immobile. Son cœur, comme en quête de réponse, le poussa à la suivre, le conduisant sur un sentier entre des champs de maïs verdoyants. L'odeur de la terre humide et le chant clair des oiseaux emplissaient l'air. La jeune fille s'appelait Lila, il la prit en l'entendant saluer un marchand du coin. Lila portait le panier de légumes sur ses petites épaules, titubant. Nicolas la suivait à distance, essayant de ne pas être vu, mais son cœur était en ébullition, la marque sur le front de la jeune fille le piégeait, évoquant des souvenirs de Mélanie, la femme qu'il avait aimée autrefois, mais qu'il avait quittée pour poursuivre la richesse et le succès. Lila s'arrêta devant une humble maison à la sortie de la ville, un toit rouillé, des murs en briques crues et des planches de bois servant de porte de fortune. Nicolas se cacha derrière un arbre, le cœur battant la chamade. De l'intérieur de la maison, une voix appela. « Lila, tu es là? Donne les légumes à maman. » Cette voix lui semblait étrangement familière, la gorge de Nicolas s'assécha, c'était Mélanie, sans aucun doute. Il fit un pas en avant, les jambes tremblantes, comme si ce n'étaient pas les siennes. Mélanie apparut dans l'embrasure de la porte, un panier à la main, plus maigre qu'avant. Sa peau n'était plus aussi blanche et ses cheveux avaient perdu leur éclat. À 30 ans, ses yeux étaient encore doux, mais il portait désormais les marques d'années difficiles. En voyant Nicolas, Mélanie se figea, le panier lui tomba des mains et les légumes roulèrent sur le sol. « Que fais-tu ici » balbutia-t-il d'une voix tremblante. Nicolas ne répondit pas immédiatement, il regarda autour de lui. Un homme d'âge moyen, à l'air humble, était assis dans un coin, réparant un filet de pêche. C'était probablement le nouveau mari de Mélanie. Un garçon d'environ 5 ans accourut, serra les jambes de Mélanie dans ses bras et regarda l'étranger avec curiosité. Lila posa le panier de légumes et se plaça près de Mélanie, le regardant avec des yeux clairs.
Nicolas sentit une boule se former dans sa gorge. Mélanie s'était construit un foyer modeste mais chaleureux, contrairement à lui, qui vivait seul entre les murs froids de son luxueux appartement. Mélanie, reprenant ses esprits, l'invita à entrer et prépara du café dans une vieille cafetière. Ce n'était pas le meilleur café, mais ça sentait la campagne. Ils restèrent assis à une table en bois bancal pendant quelques minutes, mais personne n'osa parler. Finalement, Nicolas rompit le silence d'une voix grave et lourde. La fille avec la marque sur le front te ressemble. Dis-moi la vérité, de qui est-elle la fille? Mélanie tremblait, renversant du café. Non, ne pense pas ça, répondit-elle. Lila est ma fille et celle de mon mari actuel. Son regard tremblait, comme s'il cachait quelque chose. Nicolas n'insista pas et, lentement, avec émotion, commença à raconter son histoire. Ces 10 dernières années, j'ai vécu dans l'opulence, mais sans enfant. Ma femme actuelle ne me comprend pas, j'ai de l'argent, une maison et une voiture, mais chaque soir, je me sens vide. Aujourd'hui, en voyant Lila et cette marque, j'ai pensé à toi. Mélanie resta silencieuse et, les yeux rouges, lui reprocha. Tu m'as laissé voler plus haut. Maintenant tu as tout, et tout ce que j'ai, c'est cette humble maison, mais je ne le regrette pas, car j'ai une famille. Nicolas observait la famille de Mélanie, le mari réparant silencieusement les filets, les 2 enfants jouant insouciants avec des cailloux dans le jardin. Malgré leurs défauts, ils s'aimaient, et la petite maison résonnait de rire. Il pensait à sa propre vie, des fêtes somptueuses, des voyages coûteux, une femme belle et intelligente qui ne lui demandait jamais s'il était triste. Soudain, Nicolas sentit une brûlure dans ses yeux, non pas de regret, mais de la prise de conscience de son propre vide. Mélanie a parlé calmement de sa vie et a expliqué. Après le divorce, je suis retournée à Val-de-Bravo et je l'ai rencontré, a-t-elle indiqué en montrant son mari. C'est un honnête pêcheur, nous nous sommes mariés, avons eu Lila, puis Maxime. La vie est dure, et parfois, nous n'avons même pas d'argent pour acheter des tortillas, mais ils racontent des histoires aux enfants tous les soirs et leur chantent des chansons avant de les coucher. Pour moi, ça me suffit. Nicolas sentit une boule dans sa poitrine. Il se souvint de l'époque où Mélanie chantait aussi pour lui après une journée fatigante. Maintenant, il n'avait plus que de la musique classique diffusée par une sono hors de prix qui ne parvenait pas à apaiser son âme. Il demanda la marque de Lila, s'efforçant de garder une voix posée. Cette marque ne peut pas être une coïncidence. Mélanie, dis-moi la vérité. Le monde est plein de choses étranges, n'y pense pas trop, dit-elle, mais Nicolas ne la croyait pas. Il se souvenait clairement que Mélanie était enceinte avant le divorce, elle lui avait dit avoir perdu le bébé à cause de problèmes de santé. Mais aujourd'hui, son regard éveillait ses soupçons. Ce soir-là, Nicolas ne retourna pas en ville. Il loua une petite chambre près du village et, allongé sur un lit dur, des images de Mélanie, Lila et sa famille tourbillonnèrent dans sa tête. Il appela sa femme Sophie d'une voix fatiguée. « Je vais rester à la campagne encore quelques jours. J'ai des choses à régler. » Sophie ricana à l'autre bout du fil. « Tu fais encore des choses étranges. L'entreprise a besoin de toi, ne la laisse pas dire que tu négliges son activité. » Nicolas raccrocha sans répondre. Il savait que Sophie ne comprendrait pas et ne comprendrait probablement jamais. Le lendemain matin, il revient chez Mélanie avec des fruits, du lait, des bonbons et un peu d'argent pour les enfants, mais Mélanie le rejette. « Ne fais pas ça, nous n'avons pas besoin de ta pitié. » Étonnamment, son mari Julien intervient. « Mélanie, ton cœur est bon, il n'est pas juste de le rejeter. » Nicolas regarda Julien, surpris. L'homme mince et bronzé avait l'air sincère, il n'était ni jaloux ni méfiant, il voulait juste le meilleur pour sa femme et ses enfants. Nicolas resta plus longtemps avec eux. Il demanda à Lila. « Qu'est-ce que tu aimes le plus ?» Elle sourit. « Je vais à l'école, mais c'est loin et quand il pleut, je ne peux pas y aller. » Le cœur de Nicolas se serra. Il pensa aux enfants de Mexico conduits à l'école dans des voitures de luxe, tandis que Lila marchait des kilomètres sur des routes boueuses. En regardant Julien, il demanda.
Être pêcheur suffit-il à les faire vivre? On s'en sort bien, mais on n'a pas le luxe, dit Julien avec résignation. Il y a moins de poissons ces derniers temps, et parfois je reviens bredouille. Alors Julien le surprit avec une confession. Quand Mélanie était enceinte de Lila, on s'est mariés. Je savais que ce n'était pas le mien, mais je n'ai rien demandé, je pensais juste qu'elle avait besoin de soutien. Nicolas regarda Mélanie d'un air interrogateur. Elle baissa les yeux et ne dit rien. Une forte intuition le submergea, Lila pourrait être sa fille. Cependant, il ne tira pas de conclusion hâtive, il avait besoin de temps et de preuves. Cet après-midi-là, au bord du lac de Val-de-Bravo, Nicolas contemplait l'eau calme et se souvenait du jour où il avait divorcé de Mélanie. Il était jeune, ambitieux et voulait échapper à la pauvreté. Mélanie ne le lui reprochait pas, elle signa simplement les papiers et partit. Il pensait avoir pris la bonne décision, mais il réalisait maintenant son erreur, la richesse ne lui apportait pas le bonheur, seulement la solitude. Il décida de rester quelques jours de plus au village. Il loua une petite maison et dit à Mélanie. « Je ne veux pas détruire ta famille, je veux juste connaître la vérité sur Lila et, si possible, t'aider. » Mélanie secoua la tête. « Retourne à ta vie, ne te complique pas la vie. » Mais ses yeux disaient autre chose, un mélange de supplication et de peur. Cette nuit-là, une forte pluie s'abattit sur le village. Nicolas, dans la maison louée, n'arrivait pas à dormir, il écoutait l'eau couler et pensait à Lila et aux années perdues. Le lendemain matin, il visita l'école où Lila était scolarisée. C'était un vieux bâtiment, avec un toit qui fuyait et des bureaux et des chaises qui grinçaient. Il s'adressa à l'enseignante, qui lui expliqua que la jeune fille était très intelligente, mais qu'elle séchait souvent les cours pour aider sa mère à vendre des légumes. Nicolas retourna à l'humble maison et prit une décision. D'abord, il construirait une route reliant le village à l'école pour que Lila et les autres enfants puissent y aller, même les jours de pluie. Il expliqua à Mélanie que ce n'était pas de la charité, mais une façon de s'acquitter d'une dette envers le monde. Mélanie ne s'y opposa pas, mais son regard restait empli de méfiance. Nicolas resta au village près d'une semaine. Il loua une maison près de la cabane de Mélanie et marcha sur les sentiers boueux, regardant Lila jouer avec son frère. Il ne força pas Mélanie à dire la vérité, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à Lila et avait besoin de preuves. Le lendemain matin, il rendit visite à une vieille femme connue sous le nom de Madame Lucienne, qui vivait là depuis des décennies. La vieille femme le regarda avec un regard perspicace et sourit. « Pourquoi un homme de Mexico reste-t-il ici si longtemps ?» Nicolas a été direct. « Tu sais quelque chose sur Lila, la fille de Mélanie ?» La vieille femme hésita avant de parler. « Quand Mélanie est arrivée enceinte, nous étions tous curieux, mais personne n'osait poser la question. Elle a vécu seule quelques mois, a donné naissance à Lila, puis Julien l'a épousée, acceptant Lila comme sa fille. Mais juste après la naissance, je me souviens que Mélanie pleurait, parlant d'un homme qui l'avait quittée. » Nicolas sentit une boule dans sa poitrine. Il remercia Madame Lucienne. Et il est parti, l'esprit en ébullition. Il ne voulait pas se fier aux rumeurs, il avait besoin de preuves tangibles. Il a contacté un ami médecin à Mexico et lui a demandé d'organiser secrètement un test ADN. Il a prélevé quelques mèches de cheveux de Lila pendant son sommeil et les lui a envoyées, ainsi qu'un échantillon de ses propres cheveux. En attendant les résultats, il partageait ses journées entre anxiété et espoir. Enfin, par un matin pluvieux, les résultats arrivèrent. Les mains tremblantes, Nicolas ouvrit l'enveloppe. Les mots étaient clairs, la probabilité d'une relation parent-enfant est de 99,5%. Nicolas s'affala sur une chaise, les larmes aux yeux. Lila était sa fille, et Mélanie lui avait caché la vérité pendant 10 ans. Nicolas ressentit un mélange de colère, de douleur et de compassion. Il ne comprenait pas pourquoi Mélanie avait agi ainsi, mais il savait qu'il devait la confronter. Cet après-midi-là, il se rendit chez elle. Mélanie raccommodait des vêtements, Lila lisait un livre et Julien n'était toujours pas rentré de la pêche. Nicolas déposa les résultats sur la table et, d'une voix tremblante, dit « Explique-moi, Mélanie.
Lila est ma fille, non? Mélanie regarda le journal et pâlit. Des larmes coulèrent sur ses joues. Comment as-tu pu faire ça? Nicolas répondit calmement. J'ai besoin de la vérité. Tu m'as menti pendant 10 ans, me laissant vivre avec des regrets sans même m'en rendre compte. Mélanie fondit en larmes, d'une voix brisée, expliqua. Quand tu m'as quitté, j'avais 3 mois. J'ai essayé de te le dire, mais tu as dit que tu ne voulais pas de lien. J'avais peur que tu restes par obligation et que tu en souffres. Je suis retourné à Val-de-Bravo, j'ai eu Lila et j'avais prévu de l'élever seul. Julien savait tout, et pourtant il m'a épousé et a accepté Lila comme sa fille. Je ne voulais pas que tu reviennes et gâches nos vies. Les paroles de Mélanie brisèrent le cœur de Nicolas. Il s'agenouilla devant elle. J'avais tort, je ne savais pas à quel point tu souffrais. Mais maintenant je le sais, et je ne peux pas ignorer Lila. À ce moment-là, un événement inattendu se produisit, Sophie, la femme de Nicolas, apparut au village. Elle gara sa voiture de luxe devant la maison de Mélanie et en sortit, chaussée de talons tachés de boue. Nicolas, surpris, s'exclama. Que faites-vous ici? Sophie répondit froidement. Tu es absent depuis une semaine, tu n'arrives pas à venir aux réunions et l'entreprise est en plein chaos. Crois-tu pouvoir agir comme tu veux? Il regarda Mélanie et Lila et ricana. Voilà donc la raison, votre ex-femme est une fille illégitime. Mélanie baissa les yeux en silence. Nicolas conduisit Sophie dehors et, d'un ton mordant, dit. Ne t'en mêle pas. C'est mon affaire. Mais Sophie ne s'arrêta pas et cria. Vas-tu m'abandonner pour ce coin de campagne? As-tu oublié comment je t'ai aidé à bâtir ta carrière? Nicolas resta silencieux. Il savait que Sophie avait en partie raison, c'était une femme avisée qu'il avait soutenue en affaires, mais il savait aussi qu'il n'y avait pas d'amour entre eux, seulement des raisons de commodité. Sophie partit en l'avertissant. Si tu choisis de rester avec eux, tu perdras tout. Je ne te laisserai pas détruire l'entreprise. Nicolas se tenait sous la pluie, l'esprit en ébullition. Il ne voulait pas perdre sa carrière, mais il ne pouvait pas non plus tourner le dos à Lila, sa fille nouvellement découverte. Ce soir-là, Julien revint de la pêche trempé et épuisé. Il sentit la tension dans la maison et demanda à Mélanie ce qui s'était passé. Elle, en pleurs, lui avoua tout. Julien écouta en silence et s'assit dans un coin. Nicolas craignait qu'il ne se mette en colère, mais, à sa grande surprise, Julien le regarda calmement et dit. Je sais depuis longtemps que Lila n'est pas ma fille biologique, mais je l'aime comme telle. Tu es son père, et je ne peux rien y changer. Mais si tu essaies de me l'enlever, je ne le permettrai pas, elle m'appelle, papa, et je ne veux pas qu'elle souffre. Nicolas hocha la tête. Je ne demanderai pas la garde, je veux juste me rattraper. Je l'espère. Il faut savoir que Mélanie ne vous a pas tout dit, a ajouté Julien. Mélanie trembla et, entendant cela, sortit une lettre froissée d'une boîte en bois et la tendit à Nicolas. Lis-le, dit-il avec des mains tremblantes. Nicolas ouvrit la lettre, écrite par Mélanie juste après la naissance de Lila, 10 ans plus tôt. On y lisait. Nicolas. Je ne te blâme pas, le bébé est à toi, mais je ne voulais pas que tu le saches. Tu avais de grands rêves, et je ne pouvais pas te retenir. J'élèverai le bébé seul, vis librement, et ne nous cherche pas. Pardonne-moi. À la fin, d'une écriture tordue. Si jamais vous lisez ceci, veuillez me pardonner. Nicolas fondit en larmes. Il n'avait pas réalisé que Mélanie avait fait autant de sacrifices. Il s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. Tu ne méritais pas ça. Je ne détruirai pas ta famille, mais je serai là pour Lila. Mélanie le repoussa. Va-t'en, ne complique pas les choses. Mais Nicolas secoua la tête. J'ai déjà pris une décision. Sous l'avant-toit de la cabane, la pluie continuait de lui tremper les épaules. La lettre froissée n'était plus seulement une explication, mais un couteau planté dans son orgueil. Mélanie avait tout sacrifié pour sa liberté, lui, à son tour,
avait couru après l'argent et la gloire pendant 10 ans, sans rien obtenir d'autre que le vide. Il regarda Mélanie d'une voix brisée. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Si tu avais dit quelque chose, je serais peut-être resté. » Les larmes de Mélanie se mêlaient à la pluie. « Tu ne comprendrais pas. Tu voulais juste voler haut, et je ne voulais pas être un fardeau. » Julien se leva, posa une main sur l'épaule de Mélanie et, d'une voix grave, dit « Ne pleure plus. C'est du passé. Il est là, laisse-le faire ce qu'il veut. » Nicolas le regarda avec respect et honte, ce pauvre homme avait un cœur bien plus grand que le sien. Il baissa la tête et dit « Julien, merci. Je ne mérite pas ta générosité. » Julien sourit et demanda à Mélanie de s'occuper de l'invité. Puis il embrassa les enfants avant de partir à la pêche. La tension était à peine retombée qu'un grand bruit retentit à l'extérieur, la voiture de Sophie était revenue, ses phares illuminant la cabane. Sophie sortit, visiblement bouleversée, et cria sous la pluie. « Nicolas, reviens maintenant, l'entreprise est en crise. Pendant ton absence, 2 gros investisseurs ont retiré leurs fonds. Dis-moi, tu veux tout gâcher ? » Nicolas sortit pour la confronter. « Calme-toi, j'ai besoin de temps. » Sophie ricana. « Je ne te laisserai pas le temps de jouer à la famille heureuse avec ton ex-femme. » Mélanie conduisit Lila et Maxime à l'intérieur pour qu'ils ne les voient pas. Julien resta immobile, l'air calme mais alerte. Sophie désigna Nicolas du doigt. « Choisir, revenir avec moi et sauver ta carrière, ou rester ici et tout perdre. » Je ne plaisante pas. Nicolas resta silencieux. Son esprit était en ébullition, il savait que Sophie ne mentait pas. L'entreprise était en difficulté, et s'il ne revenait pas, des centaines d'employés perdraient leur emploi. Des années d'efforts seraient anéanties. Mais en regardant Lila, cachée derrière Mélanie, il ne pouvait pas lui tourner le dos. Avant qu'il puisse répondre, un homme accourut, trempé et pâle. Julien avait eu un accident, son bateau avait chaviré sur le lac. Mélanie hurla et courut à son secours. Nicolas se figea, mais la suivit rapidement. Tout le village s'est rassemblé sur la rive, où le courant charriait les débris d'une petite embarcation. Julien a été sorti de l'eau par des villageois, inconscient et frigorifié. Mélanie l'a serré dans ses bras et a sangloté. « Amour, réveille-toi. » Lila et Maxime tremblaient, ne comprenant pas. Nicolas s'agenouilla et vérifia la respiration de Julien, elle était faible, mais vivante. Puis il cria. « Appelez une ambulance. » Mais les gens ont secoué la tête. La clinique est très loin et la route boueuse empêche les voitures d'y accéder. Nicolas regarda Sophie avec des yeux suppliants. « Emmenons-le à l'hôpital dans ta voiture. » Sophie fronça les sourcils. « Ma voiture n'est pas une ambulance. » Mais, voyant le désespoir de Mélanie, il hocha la tête à contre-cœur. Nicolas et quelques hommes aidèrent Julien à monter dans la voiture, Mélanie monta également avec les enfants. Sophie conduisait, le visage impassible, mais ses mains serraient fermement le volant. En chemin, Nicolas, assis à côté de Julien, lui tenait la main. Son esprit était en ébullition, il pensait à ce qui arriverait à Mélanie et aux enfants si Julien ne survivait pas. Il devait s'assurer qu'il ne perde personne d'autre. À l'hôpital, Julien fut conduit aux urgences. Le médecin annonça qu'il souffrait d'hypothermie et d'une jambe cassée, il avait besoin d'une intervention chirurgicale urgente, mais le coût était bien au-dessus des moyens de Mélanie. Nicolas n'hésita pas. « Je paierai tout. Sauve-le. » Sophie, depuis le couloir, vit Nicolas s'inquiéter pour Julien et Mélanie qui pleuraient avec les enfants. Puis elle demanda. « Tu les aimes tant que ça ?» Nicolas leva les yeux avec surprise. « Ce n'est pas de l'amour, c'est une dette d'il y a 10 ans. » Sophie eut un rire amer. « Une dette ? Et moi et l'entreprise. As-tu réfléchi à la douleur que ça me cause de te voir faire ça ?» Nicolas fut surpris. Il n'avait jamais imaginé que Sophie éprouvait de réels sentiments pour lui, il avait toujours pensé qu'elle était avec lui pour l'argent et le prestige. D'une voix tremblante, Sophie poursuivit.
Je sais que tu ne m'aimes pas, mais je t'aime depuis le début. Je ne veux pas te perdre, mais si tu décides de rester ici, je n'interviendrai pas, dis-le-moi clairement. Nicolas la regarda avec un sentiment de culpabilité et répondit à voix basse. Je suis désolé. Je ne peux pas redevenir comme avant. Sophie se détourna, les larmes aux yeux, mais ne quitta pas l'hôpital immédiatement. Elle appela sa secrétaire pour reporter les contrats avec les investisseurs, puis s'assit sur une chaise, observant Nicolas de loin. Son attitude intrigua Nicolas. Sophie était plus complexe qu'il ne le pensait. Julien se remit de sa crise, mais resta inconscient. Mélanie, assise près de son lit, lui prit la main et murmura. « Réveille-toi, je ne peux pas vivre sans toi. » Nicolas, depuis la porte, se sentit peiner en entendant ces mots. Il entra et dit. « Mélanie, repose-toi. Je m'occupe de Julien. » Elle le regarda et dit soudain. « Ce n'est pas nécessaire, tu ne nous dois rien. » Il a immédiatement ajouté, « Lila est ta fille, mais je ne t'ai pas tout dit. » Nicolas fut surpris et demanda. « Qui a-t-il d'autre » Mélanie baissa les yeux, la voix brisée. « Quand j'ai donné naissance à Lila, j'ai failli mourir. Le médecin a dit que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Maxime n'est pas notre fils biologique, Julien et moi avons adopté un bébé abandonné au village. » Nicolas était choqué, il regardait Maxime, endormi sur le canapé, puis Mélanie. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Elle sourit tristement. « Je ne voulais pas de ta pitié, je voulais te montrer que, même si je suis pauvre, je suis fort. » La confession de Mélanie fit comprendre à Nicolas que cette famille était unie par l'amour et le sacrifice. Il prit la main de Mélanie et lui promit. « Quoi qu'il arrive, je veillerai à ce que toi et les enfants ne souffriez plus. » Ce soir-là, assis à côté de Julien, Nicolas réfléchissait. Lila était sa fille, Mélanie était la femme qu'il aimait, Julien était quelqu'un qu'il respectait, et Sophie était quelqu'un à qui il devait quelque chose. Il ne pouvait pas retourner à son ancienne vie, mais il ne voulait pas non plus abandonner ses responsabilités envers l'entreprise. Il appela sa secrétaire. « Vendez 50% de mes actions, utilisez l'argent pour sauver l'entreprise et envoyez une partie aux familles de cette ville. » Le secrétaire, étonné, lui demanda. « Êtes-vous sûr, monsieur ?» Nicolas a répondu. « Je n'ai jamais été aussi lucide. » Le lendemain matin, Julien se réveilla faiblement, regarda Nicolas et dit. « Merci mon ami. » Nicolas sourit. « Je dois être celui qui est reconnaissant. » Puis il se tourna vers Mélanie. « Je resterai au village et construirai une maison à proximité. » Mélanie hocha simplement la tête. À ce moment-là, Sophie entra et remit à Nicolas des documents. « Voilà, j'ai signé les papiers du divorce. Tu es libre, mais je vais sauver l'entreprise, car c'est notre passion. » Nicolas hocha la tête et la remercia. Sophie partit sans un regard en arrière, mais son regard reflétait une sincère soumission. Julien, depuis son lit, vit Mélanie et les enfants à ses côtés, et ses yeux s'illuminèrent. Nicolas, depuis la porte d'entrée, assistait aux retrouvailles familiales, son cœur était léger et lourd à la fois. Il décida de rester au village, vendant 50% de ses parts pour sauver l'entreprise et aider la famille de Mélanie, mais il savait que ce ne serait pas la fin. Sophie signa le divorce et partit, laissant un vide non pas d'amour, mais de 10 années de routine partagée. Mais ce qui le tourmentait le plus, c'était Julien. Cet homme généreux pouvait-il vraiment l'accepter? Quelques jours plus tard, Julien revint à la cabane avec une jambe plâtrée et avait besoin de repos. Mélanie s'occupait de lui et des enfants, Nicolas lui apportait de la nourriture et des médicaments, mais l'ambiance n'était plus aussi chaleureuse. Julien le regarda d'un autre œil. Quand Mélanie sortit laver du linge, Julien appela Nicolas d'une voix grave. « Asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. » Nicolas s'assit anxieusement sur une vieille chaise. Julien le fixa. « Merci de m'avoir sauvé et d'avoir aidé ma famille, mais penses-tu que je me sente à l'aise avec toi en présence de Mélanie et Lila? Je suis leur mari et le père des enfants. » Nicolas baissa la tête. « Je comprends.
Je ne veux pas détruire ta famille, je veux juste me racheter des erreurs que j'ai faites avec Lila et Mélanie. Julien soupira. Penses-tu que ton argent et ta présence pourront effacer la douleur que Mélanie a endurée pendant 10 ans? Va-t'en, ne complique pas les choses. Les paroles de Julien touchèrent Nicolas. Il réalisa combien il avait été naïf de croire que ses sacrifices seraient facilement acceptés. Il se leva pour partir, mais à cet instant, Mélanie entra et entendit la fin de la conversation, elle s'écria. « Julien, ne fais pas ça. Nicolas ne veut pas faire de mal. » Julien se tourna vers elle d'une voix inhabituellement dure. « Tu veux que je traîne avec toi tous les jours? As-tu oublié ce que j'ai fait pour toi et Lila? » Mélanie a répondu. « Je n'ai pas oublié, mais c'est le père de Lila, je ne peux pas simplement le rejeter comme un étranger. » La tension monta dans la petite cabane. Lila et Maxime, blottis dans un coin, regardaient leurs parents se disputer, effrayés. Nicolas intervint. « Arrêtez, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous vous battiez pour moi. Je sortirai de vos vies et tout ira bien. » Nicolas sortit sous la pluie, qui lui trempa le cœur. Il rentra à la maison louée, le cœur brisé, et commença à faire ses bagages pour quitter la ville. Mais un visiteur inattendu frappa à la porte, c'était Madame Lucienne, portant une boîte en bois. « Ne va pas si vite, j'ai quelque chose à te dire. » Nicolas, surpris, demanda. « Ce qui se passe. » La vieille femme s'assit et ouvrit la boîte, révélant une vieille photo d'un jeune homme ressemblant à Julien avec une femme inconnue, et expliqua. « Cela date d'il y a 15 ans. Cette femme était l'ancienne amante de Julien. Elle l'a quitté quand il était pauvre et a disparu. Julien ne le dit pas, mais il a peur de perdre Mélanie comme il a perdu cette femme. » Nicolas était surpris. « Pourquoi tu me dis ça? » La vieille femme sourit tristement. Sa jalousie n'est pas seulement de l'orgueil, c'est une peur profonde. Tu es riche et le père biologique de Lila, il est naturel qu'il ait peur de perdre Mélanie. Nicolas comprit que l'opposition de Julien n'était pas seulement motivée par l'orgueil, mais par de vieilles blessures non cicatrisées. Il se demanda s'il avait le droit de rester, si sa présence ne lui causerait pas davantage de souffrance. Le lendemain matin, alors qu'il faisait ses bagages, Lila accourut, les yeux rouges à force de pleurer, et lui prit la main. « Monsieur, ne partez pas. Je ne veux plus que mes parents se disputent. » Nicolas s'agenouilla et la serra dans ses bras. « Je ne veux pas ça, mais ton père ne veut pas de moi ici. » Lila s'est mise à pleurer. « Je sais que tu es mon vrai père. Ma mère me l'a déjà dit, et je ne veux pas te perdre à nouveau, mais je ne veux pas non plus que mon père soit triste. » Les paroles de Lila le coupèrent le souffle. Qu'une fillette de 9 ans puisse avoir une telle compréhension le stupéfia. « Que dois-je faire ?» se demanda-t-il. « Reste et ne laisse pas mes parents se disputer, » lui dit la fille. « Je veux que toute la famille soit heureuse. » Nicolas la serra fort dans ses bras, et une nouvelle résolution naquit dans son cœur. Il ne pouvait pas partir, mais il ne pouvait pas non plus semer la discorde entre Julien et Mélanie, il devait trouver un autre moyen. Il retourna donc à la cabane et confronta directement Julien. « Je ne partirai pas, Julien, mais je n'interférerai plus avec ta famille. J'habiterai au village, je travaillerai et je n'irai près de Lila que si tu me le permets. » Julien le regarda, son regard était toujours froid, mais il ne protesta pas. Mélanie, à ses côtés, soupira de soulagement, même si la tension persistait. Avant que la situation ne se stabilise, une nouvelle crise éclata, Sophie retourna au village, mais sans emmener Nicolas. Elle apporta un sac d'argent et une liasse de documents et, d'une voix calme, dit « J'ai vendu 30% de mes actions pour rembourser les dettes des investisseurs. Voici l'argent restant, utilisez-le comme bon vous semble, et j'espère que vous ne me prendrez pas pour un égoïste. » Nicolas était stupéfait et demanda « Pourquoi fais-tu ça ?» Sophie a répondu « Je voulais te montrer que l'argent n'est pas la seule chose qui m'importe. Je te laisse partir parce que je veux que tu ailles bien. » Le geste de Sophie le surprit. Nicolas comprit qu'elle n'était pas aussi froide qu'il le pensait.
Il prit le sac et dit. Merci. Je l'utiliserai pour la ville et pour Lila. Sophie hocha la tête et partit, cette fois pour ne jamais revenir. Nicolas la regarda partir, à la fois reconnaissant et nostalgique. Sophie quitta le village au crépuscule. Sa voiture de luxe roulait sur la route boueuse, elle conduisait seule, les mains agrippées au volant, mais ses pensées étaient loin. Elle se souvenait des 10 années passées avec Nicolas, jeune entrepreneur ambitieux, des nuits passées à planifier des affaires ensemble, et des moments où son cœur s'était mis à battre pour lui. Elle pensait que son amour suffirait à le garder, mais en le voyant choisir de rester avec Mélanie et Lila, elle comprit qu'elle l'avait perdu. La pluie recommença et de lourdes gouttes martelèrent le pare-brise. Sophie mit les essuie-glaces en marche, mais sa vision était toujours floue, non seulement à cause de la pluie, mais aussi à cause de ses larmes. Pourquoi, Nicolas? Que ai-je fait de mal, se demanda-t-elle. Soudain, un moment d'inattention lui fit rater un virage. La voiture quitta la route, dévala une pente et s'écrasa contre un arbre. Le verre se brisa, le métal craqua, et le silence retomba. Sophie ne bougea pas, ses yeux étaient fermés et son visage semblait apaisé, comme si elle s'était libérée d'un lourd fardeau. La nouvelle de l'accident arriva le lendemain matin. Nicolas réparait le toit de sa maison de location sous une légère bruine lorsqu'un villageois accourut, essoufflé. « Nicolas, j'ai un appel de la ville, ton ex-femme est morte dans un accident. » Nicolas se figea. Le marteau qu'il tenait tomba au sol tandis qu'il demandait. « Quoi? Sophie est morte? Impossible. » L'homme hocha la tête. « Ils vous disent d'aller sur le lieu de l'accident, c'est à 20 kilomètres d'ici. » Nicolas sortit en courant, emprunta une moto et fonça comme un fou sur le chemin boueux. Son esprit était en ébullition, les derniers mots de Sophie résonnaient dans son esprit, « Je veux que tu ailles bien. » Nicolas se sentait coupable. Pourquoi l'avait-il laissé partir seul? Pourquoi ne l'avait-il pas arrêté? À leur arrivée, la police avait bouclé la zone. La voiture de luxe de Sophie n'était plus qu'un tas de métal. Sophie gisait par terre, recouverte d'un drap blanc. Nicolas s'agenouilla et toucha le drap de ses mains tremblantes, mais n'eut pas le courage de le soulever. Son monde s'écroula. Bien qu'il soit divorcé et qu'il n'y ait plus d'amour passionné entre eux, il avait l'impression qu'une partie de son cœur était brisée. Sophie n'était pas seulement son ex-femme, elle était son associée et la seule à l'avoir soutenue dans ses moments de solitude. « Je suis désolé, Sophie, murmura-t-il. La culpabilité l'envahit comme une vague. Il se demanda si les choses auraient été différentes s'il n'était pas resté au village, s'il était retourné auprès d'elle, mais il ne le saurait jamais. Il retourna au village, désemparé. Il ne parla à personne de la mort de Sophie et s'enferma dans la maison louée, pensant à Lila, Mélanie, Julien et Sophie. Il réalisa que sa présence lui avait causé trop de souffrance. Mélanie et Julien se disputaient, et Sophie était partie pour toujours. Il se dit. Je ne peux plus rester ici, je n'en ai pas le droit. L'argent qu'il avait gagné en vendant ses parts représentait une somme considérable. Il comptait l'utiliser pour développer le village et ouvrir un compte bancaire au nom de Lila. Les mains tremblantes, il écrivit une lettre à Mélanie, Julien et Lila. Je ne sais pas comment réparer les dégâts que j'ai causés. Je suis venu me racheter, mais je n'ai apporté que de la douleur. Sophie est partie à cause de moi et de mon égoïsme. Je ne peux pas continuer à causer plus de souffrance. Cet argent est tout ce que je peux laisser à Lila, pour qu'elle ait un avenir meilleur. Je ne mérite pas d'être son père ni d'être à ses côtés. Ne me cherchez pas, vivez heureux comme vous le faisiez avant mon arrivée. Je suis tellement désolé. Nicolas laissa la lettre sur la table, ferma la maison louée à clé et s'en alla dans la nuit. Personne ne le vit partir. La moto fut retrouvée au lac le lendemain, mais Nicolas semblait avoir disparu dans le brouillard du village. Le lendemain matin, Mélanie se rendit à la maison louée pour lui apporter le petit déjeuner, mais trouva la porte entr'ouverte et la lettre de Nicolas sur la table. En la lisant, elle ne put retenir ses larmes. Elle courut au chalet et donna la lettre à Julien. Il la lut, les mains tremblantes et les yeux rouges,
puis serra Mélanie dans ses bras. « Je suis désolé, mon amour. J'étais jaloux et j'avais peur de te perdre, mais je ne voulais pas que tu partes comme ça. Mélanie Solozo. Je ne voulais pas qu'il parte non plus, j'essayais juste de corriger ses erreurs. Comment en sommes-nous arrivés là? Lila, entendant la conversation, courut vers le lac où ils trouvèrent la moto et cria. « Papa, reviens !» Mais seul le vent répondait. Mélanie et Julien retournèrent à leur routine. L'argent de Nicolas servit à construire une nouvelle école au village, afin que Lila et Maxime puissent recevoir une éducation digne de ce nom. Ils vécurent heureux, mais le cœur de Mélanie restait toujours vide, chaque fois qu'elle voyait la marque sur le front de Lila, elle pensait à Nicolas. Elle ne savait pas où il était, s'il était encore en vie ou s'il avait disparu à jamais. Julien cessa d'être jaloux et devint plus réservé, comme s'il portait en lui la culpabilité d'avoir poussé Nicolas à partir. La ville changea au fil du temps, mais l'histoire de Nicolas resta un mystère. Certains racontèrent l'avoir vu errer sans abri, d'autres crurent qu'il s'était jeté dans le lac cette nuit-là pour mettre fin à sa vie tourmentée. Personne ne connaissait la vérité. Seule la lettre que Mélanie conserva demeurait, preuve de perte et de sacrifice. Au village, parfois, par les matins brumeux, on racontait qu'on voyait un homme solitaire au bord du lac, fixant l'eau avant de disparaître dans la brume. Personne ne savait s'il s'agissait de Nicolas ou d'une simple légende. Mais Lila, chaque année, le jour de son anniversaire, lançait un bateau en papier dans le lac avec un vœu. « Papa, où que tu sois, j'espère que tu es heureux. Je sais que tu reviendras un jour. » Et peut-être que, quelque part, il a entendu son souhait. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Pensez-vous que Nicolas a pris la bonne décision? Laissez-moi un commentaire et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. À bientôt.